L'homme et la civilisation européenne sont-ils supérieurs? Et si oui, dans quelle mesure? Les traits particuliers de la race indo-européenne, marqués par une disposition naturelle pour la technique, la raison et la civilité, sont-ils des traits uniques au peuple européen? S'explique-t-il par des déterminismes biologiques ou bien s'agit-il de qualités universelles qui se manifestent en puissance et de façon plus ou moins élevée au sein de l'ensemble de l'humanité? S'il existe effectivement une supériorité de l'homme et de la civilisation européenne, quelles en sont les causes profondes? Nous allons tenter quelques réflexions autour de cette thématique très intéressante et je tiens tout de suite à dire que ceux qui s'attendent à entendre un discours racialiste seront aussi déçus que ceux qui s'attendraient à un discours niant les réalités de la diversité ethnoculturelle de l'espèce humaine et de ses inévitables inégalités. L'approche qui est la mienne sur ce genre de sujet, sur lesquels je ne suis pas expert, est l'approche ethno-réaliste. Ma quête centrale sera surtout de chercher à savoir si les inégalités entre les peuples et les cultures sont fixées par des déterminismes biologiques ou si, au contraire, l'anthropologie humaine peut évoluer ou régresser en fonction de certains facteurs spirituels et métaphysiques. Vous serez peut-être surpris de voir ce propos très sérieux introduit par une brève réaction à une récente vidéo de Daniel Conversano, où ce dernier apparaît manifestement ivre. Au milieu de déclarations choquantes et franchement vulgaires, il a cependant été capable de tenir quelques propos tout à fait intéressants et qui me semblent vrais en partie, mais qui méritent une clarification. Dans la vidéo en question, Daniel Conversano passe plusieurs minutes à faire l'éloge de l'homme européen et de sa supériorité en matière de caractère, de technique, d'art, de musique, de découverte et de conquête. Voici donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, cela faisait déjà quelque temps que je préparais ce texte, que je vous lis aujourd'hui, mais le hasard des événements a fait que j'ai choisi d'introduire mon propos par quelques commentaires à propos justement des déclarations de ce youtubeur, qui, je vous l'assure, nous seront utiles pour poursuivre cette étude présente. Ce n'est pas l'intelligence qui plaît à l'insensé, mais c'est la manifestation de ses pensées. C'est ce que nous lisons dans le livre des Proverbes. En tout cas, un bref extrait de ce passage vidéo a retenu mon attention, à savoir celui où Daniel Conversano fait l'éloge de l'homme européen, au point même de fondre en larmes. Et je dois dire que je suis assez d'accord avec une partie de son propos, même s'il s'exprime bien sûr avec une forme d'orgueil aveugle sur lequel nous reviendrons plus tard. Il est vrai que je suis peut-être un peu biaisé dans cette histoire, puisque je suis moi-même de race et de culture européenne, et que j'en suis tout à fait fier. De culture à 100%, de race à moitié, et je suis également fier de ma part africaine, mais je ne peux pas nier que l'éducation et la culture européenne dominent une très grande partie de ma personne, pour ne pas dire la totalité. Je suis donc d'accord pour dire que dans une certaine mesure, l'homme européen dispose en effet de qualités tout à fait uniques par rapport au reste de l'humanité, qualités qui à mon avis l'ont rendu effectivement supérieur dans un certain nombre de domaines pendant une partie considérable de l'histoire humaine. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les positions qui sont celles de Daniel Conversano ou peut-être d'autres représentants français ou européens du suprémacisme blanc, c'est qu'ils font l'erreur de vouloir essentialiser les qualités anthropologiques de la race. En clair, je rejette leur racialisme parce qu'il est déterministe et essentialiste. Et tout catholique et tout homme de bon sens devrait en faire de même. Comme je l'ai dit en introduction, ma position sur la question ethnoculturelle est celle de l'ethnoréalisme. Oui, les races et les ethnies existent, et il me semble tout à fait absurde de chercher à les nier. Ces races, ces ethnies, ces peuples se caractérisent par un certain nombre de marqueurs biologiques et anthropologiques plus ou moins stables et plus ou moins structurants. Cependant, mon ethnoréalisme, comme son nom l'indique, et conformément aux enseignements de la doctrine catholique et de la vraie science, considère que la diversité et les différences qui existent entre les races n'enferment pas ces dernières dans de purs déterminismes anthropologiques dont ils seraient absolument incapables de s'extirper, individuellement ou collectivement. Je crois, comme l'enseigne l'Église et comme l'atteste la science, qu'il existe une unité de l'espèce humaine, et qu'il existe ce que le révérend père Taparelli appelle une égalité entre tous les hommes dans la nature de l'espèce. Mais je crois aussi, comme le confirment ces mêmes autorités, qu'il existe des caractères, des qualités et des défauts qui se manifestent dans la diversité de cette espèce humaine. Il existe donc des inégalités de culture, de développement et d'éminence entre les hommes et les groupes humains, ce que le révérend père Taparelli appelle l'inégalité individuelle et sociale.
Il me semble indéniable, par un simple examen de l'histoire, que les races indo-européennes se sont distinguées depuis plusieurs millénaires par des traits tout à fait particuliers de caractère et d'esprit, qui expliquent en partie pourquoi l'Occident a conquis et dominé le monde. Je dirais que le type européen a généralement une prédisposition naturelle pour la technique, la raison, l'organisation et la civilité. D'ailleurs, en examinant l'histoire de la chrétienté, que remarque-t-on de façon incontestable ? On constate que c'est le chrétien occidental qui, en grande partie, a assumé la mission évangélisatrice de la religion catholique à travers le monde. Pas exclusivement, bien sûr, mais son rôle a été absolument central dans cette dynamique. Ma théorie est que la Providence a permis que ce soit l'homme occidental qui assume cette mission, précisément en raison de ses dispositions naturelles vers la civilisation, vers l'aventure, vers l'industrie, dont il a fourni la preuve pendant des siècles. Il aurait pu en être autrement. Comme nous le lisons dans le Nouveau Testament, la providence de Dieu s'est manifestée dès la Pentecôte à des hommes venus de nations et de contrées très diverses. La tradition nous montre que les apôtres sont allés évangéliser aux quatre coins de la terre, en Orient, en Afrique, en Perse, en Chine et même aux Amériques selon certaines traditions, et bien sûr en Europe. On peut donc dire que d'une certaine manière, la providence divine a d'abord mis les nations à égalité, en leur faisant connaître à tous la vraie religion par la prédication des apôtres, eux-mêmes issus de la race élue, de la race hébraïque. Ainsi donc, la chrétienté se fixe très tôt dans les régions visitées par les apôtres, en Arménie, en Perse, en Éthiopie, en Afrique du Nord, ainsi que dans le sud de l'Europe. Mais que constate-t-on alors, au bout de quelques siècles ? On constate que l'extension de la prédication catholique ne se déroulera efficacement et durablement que dans le monde romain. Ailleurs, en Éthiopie ou en Orient, c'est un petit peu comme si l'élan missionnaire s'était mystérieusement éteint très rapidement pour se figer jalousement dans des communautés particulières et nationales. Très vite, ces antiques églises d'Afrique ou d'Orient se révoltent contre Rome et sombrent dans l'hérésie. Ça va être le gnosticisme, le monophysisme, le donatisme ou encore le schisme grec. Dans ces premiers siècles, les grands hérétiques viennent souvent de ces régions. Arius vient de Cyrénaïque, tandis que Marcion et Nestorius sont originaires d'Anatolie. Bien sûr, mon propos se veut général, et il ne faut pas y voir une vision systématique et binaire de ma part. L'arianisme et le gnosticisme ont également séduit beaucoup d'occidentaux dans l'Antiquité tardive. De plus, toutes ces régions d'Afrique et d'Orient ont produit des milliers de glorieux martyrs, d'illustres pères de l'Église et de grands théologiens. Ce que je veux dire ici, c'est que, incontestablement, c'est en Occident que la foi catholique s'est maintenue le plus fermement, et surtout, c'est là où elle s'est ancrée et développée de la façon la plus zélée et la plus profonde dans l'épreuve du temps. C'est en Occident que s'élancent très rapidement les missions les plus audacieuses pour convertir les lointains peuples païens d'Irlande ou de Germanie. C'est en Occident que se forment les royaumes et les États qui constituent petit à petit la grande chrétienté, processus qui se manifeste particulièrement lors de la Renaissance carolingienne, durant laquelle émerge un grand empire chrétien qui prend la succession de Rome tout en se mettant au service de la religion catholique. Et surtout, c'est en Occident, à Rome, que se trouve le siège du vicaire de Dieu sur terre. Tout ceci, selon moi, n'est pas le fruit du hasard. Enfin, c'est depuis l'Occident que se lancent les grandes croisades qui repoussent les armées musulmanes, qui auraient peut-être converti certains peuples d'Europe si ces derniers étaient restés païens et n'avaient pas eu la grâce de connaître très tôt le christianisme. Déjà au 5e siècle, sous l'empereur Valentinien III, qui était chrétien, eh bien c'est déjà la chrétienté occidentale en formation qui repousse l'invasion des Huns, qui étaient des animistes et des bouddhistes. Et puis, c'est depuis l'Occident que s'élance, à partir du XVe siècle, ce formidable mouvement de conquête à travers tout le globe, qui durera pendant 400 ans, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Or, précisément, cet élan fut unique à l'homme européen, précisément en raison de ses dispositions naturelles, mais surtout en raison de sa foi chrétienne, facteur qui le pousse vers la découverte de l'universel. Malheureusement, ces conquêtes, bien sûr, furent trop souvent entachées par des prétextes honteux et par des procédés injustes. Le premier élan de ce mouvement pluriséculaire commença au nom du Christ, mais malheureusement, il se termina au nom de l'argent et de la civilisation des Lumières, avec au cœur de ce processus la participation honteuse au trafic esclavagiste qui signifiait déjà que le progrès chrétien
était en train d'être remplacé par une idée séculariste et matérialiste du progrès. L'amiral Offand, ce grand chrétien européen qui partage ici nos sentiments, disait qu'il aurait fallu que l'aventure coloniale européenne ait été entreprise par des anges pour qu'elle se fasse sans injustice. Mais ces conquêtes servent néanmoins les plans de la Providence, puisqu'elles sont l'occasion pour l'Église catholique de diffuser la foi chrétienne à travers le monde entier. Et là encore, c'est un clergé européen qui, suivant l'exemple intrépide des apôtres, s'aventure dans des pays inconnus, au contact de populations parfois hostiles et sauvages, au péril de sa vie ou de sa santé. Malgré la grande apostasie causée par l'irruption du protestantisme en Angleterre et en Europe centrale, des millions d'âmes se convertissent à la foi catholique à la même époque en Amérique, en Extrême-Orient et en Afrique, permettant à ces peuples de connaître à leur tour les principes ultimes de la civilisation et du perfectionnement de l'homme. Peut-on en dire de même de l'Église d'Éthiopie, qui malgré son antiquité, ne semble jamais avoir cherché à évangéliser sérieusement l'Afrique ? Peut-on en dire de même de l'Église arménienne, qui ne semble pas avoir cherché à évangéliser sérieusement la Perse ? Peut-on en dire de même de l'Église russe, qui ne semble pas avoir cherché à sérieusement évangéliser l'Asie centrale et l'Extrême-Orient ? Eh bien non, là encore, ce sont des missionnaires latins qui se sont rendus en Afrique, en Asie, en Orient, pour y diffuser l'Évangile jusqu'à une époque très récente. Ce qu'il y a d'important à comprendre ici est que si l'homme occidental chrétien est allé évangéliser l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, c'est bien qu'il était convaincu que les hommes qu'il y a rencontrés étaient des hommes, faits comme lui, à l'image de Dieu, doués d'une âme et d'une raison, et bénéficiant donc d'une égalité de nature dans l'espèce humaine. En venant transmettre la foi aux quatre coins du monde, l'homme européen est aussi venu transmettre le meilleur de la civilisation, c'est-à-dire la civilisation chrétienne. Peut-on cependant essentialiser la supériorité réelle ou supposée de l'homme européen sur les autres races d'hommes ? Eh bien, si tel était le cas, alors le Seigneur des cieux aurait choisi la race japhétique, c'est-à-dire la race indo-européenne, pour être la race élue, et non pas la race israélite. Cette observation est tellement vraie que les doctrinaires officiels du régime nazi s'efforcèrent d'imposer au peuple allemand une religion civile tout à fait hérétique, condamnée par l'Église, ce qu'on a appelé le christianisme positif, hérésie dans laquelle Jésus-Christ est présenté comme un arien et non comme un membre de la nation juive. Les théologiens expliquent souvent que Dieu a choisi la race israélite en raison de sa capacité d'obstination dans le zèle et dans la foi. Cependant, ce qui pouvait être une qualité tant qu'elle était ordonnée à la religion, devenait évidemment un défaut terrible dès qu'elle se détournait de la foi. Et c'est à ce titre que les Israélites furent punis de façon brutale, à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Ancien Testament. Par sa divine passion, notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté de façon nouvelle l'universalité des voies du salut. Mais dans cette universalité, il semble que la divine providence ait confié aux Européens une mission particulière, en raison des qualités uniques de leur race. C'est ce que semble dire Pie XII dans Summi Pontificatus lorsqu'il déclare, je cite, « La doctrine du Christ, pendant un temps, avait donné une cohésion spirituelle à l'Europe, laquelle, éduquée, ennoblie et civilisée par la croix, était arrivée à un tel degré de progrès civil qu'elle pouvait enseigner à d'autres peuples et à d'autres continents. » Mais comme je l'ai dit, certaines qualités que les déterministes attribuent à la race et à la biologie peuvent en réalité difficilement être essentialisées. En effet, une fois éduqué dans la foi et dans l'esprit civique chrétien et romain, le catholique non européen s'élève à son tour spirituellement et anthropologiquement et accède à la pure civilisation. En même temps qu'il reçoit la foi, il reçoit le logos, ainsi que tous les principes philosophiques et tous les schémas mentaux qui ont fait du peuple européen une race d'excellence. A l'inverse, on observe que depuis que l'homme européen a divinisé sa propre raison, depuis qu'il a rejeté la foi chrétienne et le code moral de la chrétienté, il a sombré dans une décadence anthropologique qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui et qui cause la sidération du reste du monde. Si les qualités raciales sont un fait conditionné par l'essence biologique, comment expliquer que cette race européenne, si noble, si intelligente, si naturellement disposée au bien et à la civilité,
est aujourd'hui sombrée dans les abysses de la dégénérescence, alors qu'elle dominait le monde il y a encore même pas un siècle. Sans le vouloir, dans son ivresse, Daniel Conversano pose la question qui fâche. Comment se fait-il qu'une nation d'individus, ayant en moyenne selon lui plus de 120 de quotient intellectuel, fasse venir sur son sol des millions d'éléments halogènes, tenus comme étant biologiquement, moralement et intellectuellement inférieurs par définition et par prédisposition? Eh bien, cette contradiction semble profondément toucher Daniel puisqu'il fond littéralement en larmes en envisageant cette terrible réalité actuelle. Un vieux proverbe français nous dit « Ce qui est sur le cœur de l'homme sobre sort par la bouche de l'homme ivre ». Comment un peuple, si ses qualités étaient une conséquence essentielle et systématique de sa biologie, aurait-il pu abandonner tous les principes spirituels et civiques que la Providence lui avait offerts? Comment expliquer que l'homme occidental semble aujourd'hui vouer un véritable culte à son propre suicide? Comment expliquer que cet homme, s'il était supérieur en tout, se soit efforcé de sacraliser son droit à mourir dans la honte la plus abjecte, en élevant l'avortement comme droit suprême et en normalisant les sexualités contre nature, éliminant ainsi toute protection à la cellule familiale traditionnelle qui est le fondement même de toute société organique? Comment expliquer que nous soyons passés en quelques siècles de la liberté de la religion à la liberté de se marier avec son chien, et de la liberté d'opinion à la liberté de transgresser les frontières morales et physiques sans conséquences judiciaires graves? Eh bien, là encore, le magistère de l'Église nous offre la réponse à ce mystère auquel Daniel Conversano et d'autres semblent être incapables de répondre. Pie XII enseigne ainsi, citation, « La négation de la base fondamentale de la moralité eut en Europe sa racine originelle dans l'abandon de la doctrine du Christ. Il est certain que la racine profonde des malheurs que nous déplorons dans la société moderne est la négation et le rejet d'une règle de moralité universelle, c'est-à-dire la méconnaissance et l'oubli de la loi naturelle qui trouve son fondement en Dieu. Quand Dieu est renié, toute base de moralité s'en trouve ébranlée et l'on voit s'étouffer et s'affaiblir du moins la voix de la nature, qui enseigne même aux peuples non civilisés ce qui est bien et ce qui est mal, et qui fait sentir à chacun la responsabilité de ses actions devant un juge suprême. Par conséquent, nous rejetons l'opinion de ceux qui essentialisent le caractère de telle ou telle race, et nous affirmons que n'importe quel groupe ethnique est capable d'évoluer anthropologiquement, avec plus ou moins de difficultés, et en ayant besoin de plus ou moins de temps, en particulier au moyen de la foi catholique. De la même façon qu'il est tout à fait possible pour n'importe quel groupe ethnique, même celui qui dispose a priori de la meilleure combinaison de qualités naturelles, d'entrer dans une profonde décadence anthropologique. D'ailleurs, toutes ces qualités naturelles que nous trouvons exprimées de façon toute particulière chez l'homme européen, ne les retrouve-t-on pas également chez des Africains, des Orientaux, des Sémites ou des Amérindiens? Bien sûr que oui. Cependant, comment expliquer que ces qualités industrieuses, éthiques et civilisatrices ne se soient pas exprimées aussi communément, aussi profondément et aussi universellement parmi tous ces peuples non européens? Il est donc temps de chercher à comprendre comment l'Occident a-t-il réellement dominé le monde moderne. Au cours de ces dernières décennies, une copieuse littérature universitaire a cherché à expliquer la domination de l'homme européen sur le monde par des paramètres strictement temporels, notamment philosophiques, militaires et surtout économiques, en mettant l'accent sur les liens entre les révolutions philosophiques et spirituelles du XVIe siècle et les révolutions scientifiques et industrielles des siècles suivants. Avant de continuer, je tiens ici à remercier Guillaume Gault, consultant dans l'industrie, grâce à qui j'ai pu découvrir la plupart des auteurs dont nous allons maintenant parler. Par exemple, dans Comment l'Occident s'est enrichi, Nathan Rosenberg et Luther Burzel soutiennent qu'à partir du XVe siècle émerge une classe économique marchande et urbaine qui s'affranchit du pouvoir politique et religieux. Cette liberté favorise alors l'innovation dans le commerce, dans les sciences et dans le droit. L'innovation profite de la libéralisation philosophique et de la sophistication du droit. Chose intéressante, Rosenberg et Burzel soulignent le fait que, contrairement à une idée souvent répandue aujourd'hui, ce n'est pas le colonialisme d'une manière générale qui a enrichi l'Occident, du moins pas à l'origine.
Au contraire, c'est plutôt parce que l'Occident a connu une croissance économique, civique et technologique entre le Moyen-Âge et la Renaissance qu'il a été capable de se déployer hors de lui-même, hors de l'Europe, et de conquérir de vastes empires coloniaux en Amérique, en Afrique et en Asie. Ainsi, le colonialisme est plutôt une conséquence de la puissance économique et non pas une cause, même s'il est évident que ces conquêtes ne vont que contribuer à augmenter de façon considérable cette domination économique. Dans l'Occident et le reste du monde, Niall Ferguson met en exergue plusieurs causes ou facteurs importants afin de soutenir la thèse en question. Premièrement, la concurrence militaire et économique entre les États européens a été une source d'innovation. La Chine avait le potentiel civilisationnel, technique et humain pour initier la révolution industrielle, mais la bureaucratie impériale et confucéenne a étouffé l'innovation. En effet, on peut citer ici les études de Helmholtz, Bunch et Goldstone, qui montrent qu'à partir du XVe siècle, l'Europe dépasse totalement la Chine en matière d'innovation technologique. Deuxièmement, selon Ferguson, la science et la technique moderne naissent dans l'Europe du XVIe siècle, à une époque où le sultan ottoman, par exemple, lui fait interdire l'imprimerie. De même, les progrès de la médecine à cette époque-là rendent possible l'augmentation rapide de l'espérance de vie au XVIIIe et au XIXe siècle. Troisièmement, le développement du droit et de la protection de la propriété privée incite les Européens à investir et à se projeter dans le futur sans craindre de se faire spolier par un gouvernement autoritaire. Quatrièmement, la révolution industrielle rend possible l'émergence de la société de consommation et de la société de masse. L'emploi et le revenu stable devient plus accessible. La vie occidentale s'urbanise et permet à la classe ouvrière d'avoir accès aux produits qu'ils fabriquent. Et enfin, Niall Ferguson soutient que les Occidentaux ont été les premiers au monde à associer un travail plus intensif à des taux d'épargne supérieurs, permettant une accumulation du capital et libérant ainsi les opportunités d'investissement. Samuel Huntington, dont nous avons parlé dans une récente vidéo, a lui aussi exploré les causes de la domination civilisationnelle de l'Occident. Il affirme ainsi, je cite, « Les causes de ce développement tout à fait unique sont à trouver dans les structures sociales et les relations de classe en Occident, dans l'émergence des villes et du commerce, dans la répartition relative du pouvoir entre les communautés et les monarques, entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle, dans la naissance de la conscience nationale et dans le développement des systèmes bureaucratiques. » Fin de citation. Il y a évidemment beaucoup de vérité dans ce que disent les auteurs que nous venons de passer en revue. Mais comme vous l'aurez peut-être remarqué, leur approche libérale et matérialiste décrédibilise souvent leur analyse, ou du moins la rend assez partielle. Par exemple, Huntington, après avoir soutenu de façon correcte que la supériorité de l'Occident se caractérisait par la supériorité de son organisation sociale, de son commerce, de sa technique et de sa discipline civique et militaire, affirme dans le même temps que, je cite, « L'Occident n'a pas conquis le monde par la supériorité de ses idéaux ou de ses valeurs ou de sa religion, mais par la supériorité dans l'application de la violence organisée. » Et bien là encore, il me semble que Huntington et d'autres auteurs de cette trempe passent à côté de l'essentiel. D'autres auteurs, tout en tenant compte de ces aspects politiques et scientifiques, mais allant justement contre cette vision rationaliste et matérialiste, proposent une analyse beaucoup plus complète, en développant les aspects sociologiques et métaphysiques du phénomène. Par exemple, l'historien Philippe Nemo apporte une analyse bien plus complexe et exacte dans son livre « Qu'est-ce que l'Occident ?» Philippe Nemo identifie plusieurs éléments fondateurs de la civilisation européenne. Premièrement, le logos de la cité grecque qui jette les fondations de la cité et de la chose publique. Deuxièmement, la civilité romaine qui développe et structure les grands principes du droit public et privé, qui continue d'ailleurs d'avoir une influence sur le droit contemporain. Ensuite, Philippe Nemo insiste sur un élément qui nous semble évidemment absolument essentiel, à savoir que l'idée de progrès humain et historique a été apportée par la révélation chrétienne. Sur le plan historique, la foi chrétienne modifie profondément la perspective du temps. On abandonne la vision cyclique et déterministe propre au paganisme pour se tourner vers une vision linéaire de l'histoire, une histoire qui a donc un début et une fin. Philippe Nemo dit que la Bible va inaugurer un temps tendu vers l'avant, commençant avec une création et orienté vers une fin des temps. Cette révolution dans la gentilité antique
va avoir deux impacts anthropologiques absolument majeurs qui, selon moi, sont les causes principales de la supériorité particulière de la civilisation européenne. Et il va sans dire que cette supériorité n'a été due qu'à l'irruption de la révélation chrétienne. Premièrement, cette vision nouvelle du temps modifie profondément la façon dont l'homme perçoit l'avenir. Contrairement au temps cyclique, la vision linéaire du temps suppose intrinsèquement la possibilité d'un progrès de l'homme dans l'histoire. Deuxièmement, cette vision se concrétise bien entendu dans la doctrine de l'Église et dans son application sociale dans la chrétienté européenne. La foi chrétienne vise à l'édification de l'âme humaine, et pour tout à fait favoriser la chose, elle vise donc aussi nécessairement à la sanctification du corps social tout entier. La mission du chrétien est donc de rendre ce monde meilleur en diffusant le message de paix et de justice de Jésus-Christ, et tout ceci va constituer une avancée anthropologique qui va en effet se manifester tout particulièrement dans la civilisation occidentale catholique. Un autre aspect tout à fait particulier de la civilisation chrétienne a été sa capacité à retenir ce qu'il y avait de meilleur et de vrai dans la philosophie naturelle des peuples païens, tout en rejetant violemment tout ce qui s'y trouvait de condamnable et d'idolâtre. Cette vertu du discernement, tellement centrale, tellement instrumentale dans la pensée catholique, explique cet équilibre entre la nécessaire fermeté dans le respect des principes divins et naturels et le pragmatisme et la nécessité d'adaptation aux situations temporelles particulières de la diversité de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, le catholicisme a fait beaucoup plus que simplement christianiser le logos grec. Il a tout simplement remplacé ce logos grec par le véritable logos, celui par qui le monde a été monde, c'est-à-dire le Christ lui-même, le Verbe divin, comme on le lit dans l'introduction de l'évangile de Saint Jean. Le catholicisme a également christianisé le droit et la civilité romaine en les remplaçant par la véritable justice du Christ et par la civilisation chrétienne. Et cette dynamique s'est vérifiée au sein de toutes les nations que l'Église a évangélisées. En bref, l'équilibre, la distinction et la hiérarchisation complémentaire de la foi et de la raison sont les clés de compréhension de la supériorité fondamentale de la civilisation chrétienne, et en l'espèce de la civilisation occidentale, du moins lorsqu'elle était encore chrétienne. L'influence centrale de la foi et de la philosophie chrétienne dans ce processus de développement de la supériorité de la civilisation européenne n'a pas échappé à de nombreux universitaires. Par exemple, le sociologue américain Rodney Stark, dans le livre « Comment l'Occident a-t-il gagné ?», souligne les raisons pour lesquelles l'Europe a été le creuset de la science et de l'innovation technologique à partir du Moyen-Âge. Citation : « Ce sont des idées qui expliquent pourquoi la science s'est singulièrement manifestée en Occident. Seuls les Occidentaux pensaient que la science était une chose possible, et que l'univers fonctionnait selon des règles naturelles pouvant être découvertes par l'homme. Nous devons ces convictions d'une part à la Grèce antique, et d'autre part à la conception judéo-chrétienne tout à fait unique d'un Dieu créateur et raisonnable. » On notera ici qu'à l'instar de Philippe Nemo, Rodney Stark se place en opposition avec les explications limitées de Samuel Huntington. Rodney Stark insiste également sur le rôle central de la pensée chrétienne dans le développement des sciences. Selon lui, la poursuite de la connaissance est un apport de la théologie catholique. Il rejette ainsi le mythe scientiste moderne, consistant à opposer science et religion, et visant à faire croire que le Moyen-Âge chrétien était une époque plongée dans l'obscurantisme le plus total, étouffant toute avancée sur le plan social ou technique. Au contraire, Rodney Stark cite le mathématicien britannique Alfred Whitehead, qui affirme et démontre que la science moderne est née dans l'Europe chrétienne. Citation : « La plus grande contribution de l'esprit médiéval à la formation du mouvement scientifique fut la ferme conviction que la découverte de ce qui était secret était une chose possible pour l'homme. » Comment cette croyance est-elle implantée dans l'esprit européen ? Cette croyance vient de la tendance des médiévaux à insister sur la rationalité de Dieu. Dans l'esprit médiéval, chaque détail est supervisé et ordonné. La recherche des choses dans l'observation de la création ne pouvait conduire qu'à la défense de la foi par la rationalité. Pour attester de cette idée, exprimée par Stark et par Whitehead, il suffit de rappeler aux scientistes modernes que c'est l'Occident chrétien qui a littéralement inventé deux des institutions les plus fondamentales à cette civilisation européenne, à savoir l'université et l'instruction publique. Rappelons aussi que Jean Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie moderne, était un catholique, et que le premier livre à avoir été imprimé
était la Vulgate de saint Jérôme. D'ailleurs, Rodney Stark réfute également une autre confusion moderne, à savoir la thèse de Max Weber, selon laquelle le capitalisme serait une invention protestante. Au contraire, Rodney Stark montre que le capitalisme naît de la liberté d'entreprendre et de la protection du droit de propriété. Le capitalisme trouve donc, selon lui, son origine dès le Xe siècle, dans les républiques italiennes, mais aussi dans les grands centres monastiques comme Cluny. De même, Rodney Stark soutient que la révolution industrielle a été possible en raison de ses fondations anciennes propres à l'Occident chrétien, en particulier cette insistance sur l'existence du libre arbitre chez l'homme, et de l'idée selon laquelle l'homme est porté naturellement à la recherche de la connaissance. Rodney Stark affirme ainsi dans son livre, citation, « La révolution industrielle a été le point culminant de l'essor de la civilisation occidentale, débutée il y a 27 siècles en Grèce. Elle est le fruit de la liberté humaine et de la recherche de la connaissance, et c'est précisément pour cela qu'elle s'est produite à l'endroit et au moment où elle s'est produite. » Fin de citation. Stark fait quelques observations intéressantes à propos de la conception chrétienne de la liberté, et plus particulièrement de la notion de libre arbitre. Il souligne ainsi, comme nous l'avons vu chez Philippe Nemo, que, je cite, « L'une des idées les plus importantes ayant permis l'essor de l'Occident est la croyance dans le libre arbitre. Tandis que la plupart, sinon toutes les sociétés anciennes, c'est-à-dire païennes, croyaient en la fatalité du destin, les chrétiens occidentaux croyaient que les hommes étaient relativement libres de suivre leur conscience, et donc, dans une certaine mesure, de décider de leur propre destinée. Cette croyance a eu des conséquences comportementales tout à fait remarquables. » Fin de citation. Pour compléter le propos de Rodney Stark, je voudrais insister sur l'importance de ce trait de la pensée chrétienne occidentale. Car en effet, dès lors que l'homme conçoit le temps comme un processus linéaire, avec une fin déterminée, où son âme sera jugée pour ses actes devant le tribunal divin, dès lors que cet homme admet l'existence du libre arbitre, eh bien, il se développe en lui une préoccupation toute particulière pour ses responsabilités personnelles, spirituelles et morales, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. En clair, cette pensée chrétienne se caractérise par la conviction de l'existence de la volonté libre de l'homme, mais tout en ayant conscience que cette liberté donnée à l'homme est subordonnée à des réalités spirituelles, morales et métaphysiques, ainsi que par une double responsabilité, à la fois personnelle et sociale. Cette vision unique de l'homme et de la société est la fondation même de la société de confiance, qui est l'une des expressions sociales de la paix du Christ. Lorsque l'on examine honnêtement et rationnellement les développements de l'histoire occidentale, on est alors forcé de conclure que ce sont ces fondations qui ont rendu effectivement possible le développement de cette intelligence sociale propre à l'homme occidental. Et nous touchons ici à un point absolument capital de notre démonstration, à savoir que les origines véritables de la supériorité de l'Europe se trouvent en réalité, vous l'avez bien compris, dans les principes spirituels et moraux du catholicisme. Ce principe vaut pour l'homme européen et il vaut évidemment pour toutes les races, toutes les ethnies et toutes les nations de ce monde, qui ont toutes, individuellement et collectivement, la capacité d'accéder à l'excellence sociale et civilisationnelle. C'est exactement ce qu'enseigne Léon XIII dans Rerum Novarum. Citation : « Dès que les mœurs chrétiennes sont en honneur, elles exercent naturellement sur la prospérité temporelle leur part de bienfaisante influence. Ce qui fait une nation prospère, c'est la probité des mœurs, l'ordre, la moralité comme base de la famille, la pratique de la religion et le respect de la justice. C'est un taux modéré et une répartition équitable des impôts. C'est le progrès de l'industrie et du commerce, une agriculture florissante et autres éléments de ce genre. » On voit donc que le développement de l'éthique, conçu comme un concept universel, insistons sur ce point, un concept universel, c'est un trait absolument central de la haute civilisation européenne, et ceci a été bien sûr remarqué par plusieurs auteurs. Par exemple, l'historien britannique Tom Holland, dans son livre « La construction de la mentalité occidentale », montre que les principes fondamentaux de l'éthique chrétienne ont complètement conditionné la pensée européenne jusqu'à aujourd'hui. Tom Holland insiste sur plusieurs aspects, tels que le refus de la polygamie, le respect des plus faibles, la croyance en l'égalité des hommes dans leur dignité, le respect de la morale naturelle ainsi que la distinction des pouvoirs.
Du point de vue de la conduite interne de la société occidentale, l'influence de la morale chrétienne en matière de relations conjugales a été absolument centrale dans la naissance progressive d'une société de confiance, c'est-à-dire dans une société dans laquelle il existe un véritable ordre et une véritable paix sociale. Sans cette fondation morale, la consolidation du droit privé, du commerce et de l'industrie aurait été beaucoup plus difficile, car il est effectivement extrêmement compliqué de développer une société prospère et civilisée lorsque cette société ne repose pas sur une éthique forte et objective qui rend possible les rapports de confiance et qui permet donc la possibilité d'un réel progrès social. Tom Holland développe son propos et aboutit à une conclusion que nous connaissons bien, et sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Holland soutient en effet que d'une certaine manière, les Occidentaux d'aujourd'hui demeurent profondément et inconsciemment chrétiens dans leur mentalité, même si la majorité d'entre eux n'est plus croyante. Tom Holland souligne ainsi que les valeurs occidentales de nos démocraties libérales actuelles, qui se distinguent par la séparation du politique et du religieux, l'égalité entre les hommes, la liberté de conscience, la capacité d'autocritique, l'éthique sociale, etc., trouvent en réalité leurs origines dans le christianisme. Ceci est tout à fait exact, mais dans une certaine mesure, car il est important d'être précis, très précis à ce sujet. Car les valeurs actuelles de l'Occident démocratique et libéral sont en réalité fondées sur des idées chrétiennes, mais qui ont été totalement subverties et détournées de leur signification par les grands penseurs des révolutions théologiques et philosophiques de l'ère moderne, à savoir les protestants, les rationalistes, les naturalistes, les encyclopédistes et les positivistes. Nous reviendrons plus tard sur l'importance de cette distinction. Citons encore un auteur qui a lui aussi particulièrement étudié l'importance centrale de l'éthique chrétienne dans le développement de la distinction et de la supériorité du modèle européen. Dans son livre « Comment l'Occident est devenu psychologiquement différent et particulièrement prospère », l'anthropologue américain Joseph Henrich montre que les Occidentaux, sous l'influence du catholicisme, ont développé une psychologie particulière qui a remplacé la mentalité tribale et païenne par une mentalité à la fois universelle, individuelle, morale et analytique. Henrich montre que l'essor de la haute civilisation européenne au cours de ces 2 derniers millénaires s'explique en grande partie par le code de moralité strict imposé par l'Église catholique, notamment en matière de polygamie et de mariage, par exemple, entre cousins. Ce code moral chrétien, révolutionnaire du point de vue des sociétés païennes de l'Antiquité, a favorisé l'émergence d'organisations contractuelles, et non plus simplement tribales, au sein de la société civile, comme les corporations, les villes libres, les universités, les entreprises, etc. Ce trait particulier, conditionné par la morale chrétienne, a permis le développement de la mobilité, de la responsabilité personnelle, de l'État moderne et de la société de confiance. Notons ici que ce rejet des anciens modèles typiques de certaines sociétés païennes indo-européennes n'impliquait évidemment pas un rejet de la notion de lien filial, ou d'attachement à la cellule familiale, ou d'attachement à la patrie, à l'ethnie, à la race, à la nation, bien au contraire. De même que l'emphase mise sur la notion de libre arbitre et de responsabilité individuelle n'impliquait en aucune manière de diminuer l'importance du fait communautaire et de l'ordre social, vous l'avez bien compris. Au contraire, dans la vision scolastique du fait social et politique, la société humaine fonctionne comme un ensemble organique, au sein duquel l'individu, la famille, la cité, l'entreprise, la corporation et l'État agissent comme les membres d'un corps, ayant chacun une autonomie et une liberté propre et réelle, mais conditionnée au bien du tout. Pour reprendre les axes de pensée de Tom Holland, on pourrait d'ailleurs souligner qu'à l'instar de son éthique, l'Occident post-chrétien a également hérité, en le subvertissant malheureusement, un grand nombre de principes politiques propres à l'Europe chrétienne. Nous y reviendrons d'ailleurs dans une prochaine vidéo à propos du solidarisme. Ainsi donc, telle est notre conclusion. La civilisation occidentale, et de la même façon l'homme européen, ont atteint effectivement dans l'histoire humaine un niveau indéniable de supériorité. Nous affirmons que cette supériorité est essentiellement due, non pas à la race en tant que telle, mais avant tout aux valeurs et aux croyances transcendantes de la religion chrétienne. Avant de prolonger ma conclusion, j'aimerais rapidement exprimer quelques désaccords importants avec d'une part les post-libéraux qui postulent de façon assez vague et superficielle l'idée selon laquelle
l'Occident apostat serait encore travaillé par la morale chrétienne et que ceci expliquerait ses impuissances et ses contradictions actuelles, et d'autre part avec les libéraux racialistes qui ont intégré cette idée en développant des réflexes anticléricaux et nihilistes, rejetant l'importance de la moralité chrétienne qu'ils assimilent aux subversions morales de la postmodernité telles que l'antiracisme, le wokisme, le multiculturalisme, etc. Ces deux courants partagent deux erreurs fatales qui rendent leurs analyses profondément inopérantes. La première erreur est de croire que les concepts subversifs et anti-organiques de la postmodernité seraient le produit inconscient du christianisme, alors qu'un examen sérieux de l'histoire de la philosophie montre au contraire que les dogmes postmodernes sont des concepts radicalement antichrétiens. Leur seconde erreur, qui est un paradoxe tout à fait étrange, consiste à s'accrocher obstinément aux grands principes du libéralisme philosophique, principes qui sont pourtant les sources réelles et concrètes du déclin de l'homme occidental. Ils s'efforcent alors de lui trouver des racines plus nobles, de les rechercher même dans la mystique des anciens paganismes ou dans la doctrine d'auteurs modernes qu'ils pensent être capables de corriger un système de pensée qui est faux dans son essence même. Car en effet, il est important de comprendre qu'il s'est opéré, à partir du XVe siècle, une grande subversion philosophique et théologique qui va détourner la plupart de ses valeurs et de ses croyances chrétiennes en les sécularisant et en les mettant au service d'une œuvre révolutionnaire contre nature qui est encore en action aujourd'hui. Cette subversion s'attaque à deux principes fondamentaux de la société humaine, les notions de liberté et de droit. En sécularisant ces deux notions, l'Europe protestante, puis l'Europe naturaliste et apostate, vont commettre le grand crime métaphysique qui est à l'origine de la décadence des nations occidentales, à savoir cette volonté de séparer les notions de liberté et de droit de toute notion de moralité objective. Ces erreurs triompheront en particulier au cours des révolutions politiques du XIXe siècle, et seule l'Église catholique, je dis bien seule l'Église catholique, fut capable de prévenir très tôt et de démontrer que ces déviations philosophiques conduiraient inévitablement l'Europe vers la ruine et la décadence. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Bien sûr, pendant une longue période, entre le XVIe et le XXe siècle, l'homme occidental fut comme enivré par ses erreurs, aveuglé par les triomphes de la technique dans l'industrie et par les triomphes de la puissance militaire dans les grands conflits continentaux et dans les conquêtes coloniales. Triomphe qu'il devait d'ailleurs à cette religion catholique qu'il s'efforçait en même temps de rejeter. En observant une carte du monde au début du XXe siècle, on constate à quel point la domination de l'Europe était absolue. Même le vieil empire ottoman avait disparu, même l'empire du milieu, même la Chine impériale, qui jadis avait été supérieure, techniquement et du point de vue de l'administration sur l'Europe, eh bien même cet empire du milieu s'était effondré de façon humiliante face au triomphe européen. Et pourtant, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, nous voyons l'Occident, et plus spécifiquement l'Europe, sombrer petit à petit dans un processus de déclin, de perte d'influence, mais surtout d'autodestruction absolument incompréhensible. Les grands empires coloniaux du XIXe siècle avaient été démantelés par les métropoles, qui renonçaient ainsi à 20 siècles d'impulsion européenne vers le dehors, vers l'inconnu, vers l'universel. Et au moment même où les anciennes puissances organisaient la décolonisation, les démocraties libérales organisaient un mouvement d'immigration de masse sur le continent européen. C'était probablement la première fois que des Européens organisaient eux-mêmes l'invasion de leur propre continent par des masses extra-européennes qui jusqu'ici s'y étaient plutôt aventurées d'elles-mêmes et de façon assez militaire. Je prends cet exemple particulier du déclin de l'Occident parce que la question de l'immigration massive et de ses conséquences déjà visibles sur l'organicité de la démographie européenne est évidemment le sujet qui suscite depuis longtemps les inquiétudes des droites nationales occidentales. Ce sujet qui, il y a encore 20 ans, était considéré comme politiquement incorrect, car largement cantonné aux sphères de la droite nationaliste, est désormais devenu une inquiétude populaire et transpartisane, non seulement au sein de la classe politique, mais surtout au sein de la population. De la même façon qu'il existe une réaction de gauche sur la question de l'immigration, qui se focalise d'ailleurs plutôt sur les menaces sur les droits de l'homme et sur la laïcité, il se développe également, depuis un certain temps, une réaction de droite libérale contre les problèmes posés par l'immigration, qui est alors perçue comme une menace contre le modèle de civilisation hérité des Lumières, hérité de la révolution industrielle et de la société du désir. Dans ces deux courants, on perçoit l'immigration
comme une menace contre cette fameuse notion moderne de liberté, dont nous avons dit qu'elle a été totalement subvertie. D'une manière plus générale, les auteurs que nous avons étudiés, à quelques exceptions près, perçoivent la démocratie libérale et ses principes fondateurs comme étant un développement positif et logique de la civilisation européenne. Et c'est ici que naît chez nous un profond désaccord avec ces auteurs, qui nous permet de pointer du doigt l'erreur fatale commise par cette nouvelle vague de libéraux occidentalistes qui intègrent avec fierté les accomplissements de l'Occident post-chrétien, mais sans jamais être capables de discerner les origines véritables du déclin que nous déplorons tous actuellement. Certains occidentalistes contemporains, agissant sur une ligne articulant libéralisme, identitarisme racial et scientisme, focalisent leur analyse sur la question de l'immigration de masse, sur l'existence de déterminismes raciaux ou encore sur les statistiques des différences de niveau de quotient intellectuel entre l'Europe et le reste du monde. Ils ne parviennent toutefois jamais à expliquer comment l'Occident a généré les idéologies et les modes de vie qui ont précisément provoqué son actuelle décadence. Certains évoquent les responsabilités du gauchisme et de la culture woke. Certains rejettent la responsabilité sur l'islam, sur les juifs, sur les noirs, sur les arabes, parfois même, c'est ce qui est le plus scandaleux, sur le catholicisme, qui serait selon eux à l'origine de presque tous les problèmes de l'Europe, en particulier qui serait à l'origine de cette fameuse culture de l'autodétestation, cette culture de la repentance. Ces libéraux occidentalistes perdent donc leur temps et leur intelligence à chercher la réponse à ce mystère chez des philosophes impotents comme Nietzsche. La réponse à ce mystère est à la fois simple et complexe. Elle tient cependant en une seule explication. L'Europe est tombée en décadence parce qu'elle a renoncé à sa mission et à la morale chrétienne. Il me semble que la démonstration est établie et que toutes les personnes capables de faire preuve d'honnêteté et d'esprit de suite sauront le reconnaître. Nous avons bien sûr, comme je l'ai indiqué plus tôt, quelques autres points de désaccord avec les auteurs que j'ai cités tout à l'heure. Certains de ces auteurs, notamment Rodney Stark et Niall Ferguson, voient d'une façon positive la fragmentation politique de l'Europe à partir de la chute de l'Empire romain jusqu'à la naissance de l'Europe westphalienne. Dans leur vision économiste et libérale de l'histoire, cette fragmentation a permis le développement d'un esprit de compétition entre les nations européennes, ce qui fut un moteur de l'innovation économique, militaire et scientifique. Mais je ne crois pas que le morcellement politique de l'Europe fût une bonne chose sur le long terme. Au contraire, ce morcellement s'est fait au détriment de la chrétienté. Il a rendu possible le développement du protestantisme, du sécularisme, de la divinisation du pouvoir politique et finalement à l'émergence du libéralisme et du socialisme. Je vous renvoie à ce sujet à ma vidéo sur la théorie du choc des civilisations. Mais aujourd'hui, on voit que la fragmentation de l'Europe a donné naissance d'une part à la puissance américaine, d'autre part à l'Union européenne, horrible contrefaçon de l'Europe carolingienne. Union européenne dont la forme politique joue au détriment de l'influence économique et diplomatique du continent tout entier, tandis que sa formule politique joue au détriment de l'équilibre anthropologique des peuples européens eux-mêmes. D'une manière plus générale, ces auteurs, à quelques exceptions près, perçoivent la démocratie libérale et ses principes fondateurs comme un développement positif et logique de la civilisation européenne. Il est donc temps de conclure. Dans cette étude, je me suis évidemment focalisé sur l'homme européen et la civilisation occidentale. Je tiens à dire ici que, si je maintiens évidemment tout ce que j'ai dit à propos de l'un et de l'autre, selon la vision ethno-réaliste et catholique qui est la mienne, cela ne veut pas dire pour autant que je déconsidère l'importance et les capacités des autres races et des autres civilisations. Au contraire, il est évident que d'autres espaces ethnoculturels ont atteint, pour certains d'entre eux, un très haut niveau de civilisation dans l'administration, dans la technique, dans les sciences et dans les arts. On pense tout d'abord aux anciennes civilisations du croissant fertile, de Sumer à l'Égypte, en passant aussi par l'ancienne Judée, avant tout, dont le système politique et social fut quand même, dans ses principes, dicté directement par le Verbe divin, comme ce fut le cas pour la chrétienté plus tard. En cela, on peut d'ailleurs dire que dans l'Antiquité, la Judée était en réalité la nation la plus civilisée. Parmi les civilisations importantes de l'ère chrétienne, on ne peut pas non plus nier la grandeur relative, je dis bien relative, c'est-à-dire sur le plan temporel, par exemple de la civilisation arabo-islamique, dont le développement ressemble à certains égards à celui de la chrétienté, mais avec bien sûr des défauts liés à ses fondements théologiques qui peuvent expliquer d'ailleurs le retard qu'elle a pris sur le plan de l'innovation par rapport au monde chrétien occidental. Je ne suis pas non plus entré dans des considérations plus complexes concernant la transmission des savoirs qui s'opère naturellement
entre les peuples issus d'espaces ethnoculturels différents. Je crois tout simplement qu'il existe dans toutes les ethnies et dans toutes les cultures l'expression d'un bien universel et d'une capacité à s'élever vers le bien ultime qui est Dieu, et dont l'un des bienfaits en ce monde, comme nous l'enseigne l'Église, est de favoriser l'établissement de la civilisation au sens le plus pur. Je rejette donc les déterminismes raciaux absolus et j'affirme que toute race humaine, peu importe le nombre de ses dispositions naturelles propres, a nécessairement besoin du pouvoir transcendant de la religion chrétienne afin de s'élever réellement au rang de l'homme au sens biblique du terme. Je crois que les Européens sont en train d'expérimenter un processus de décadence anthropologique tellement profond qu'il me semble évident que les simples solutions naturelles ne peuvent suffire à les remettre sur la voie de la civilisation. Il faudra donc choisir entre la religion et la mort. Je crois que les nations extra-européennes les plus redoutables et les plus préparées à la domination du monde qui arrive sont les nations qui ont su extirper avec humilité ce qu'il y avait de mauvais et d'inopérant dans leur tradition, et même dans leur anthropologie profonde, et qui ont su adopter avec intelligence ce qu'ils ont trouvé de meilleur, même sur un plan naturel, dans la civilisation européenne. Je pense ici en particulier à la Chine moderne, dont la révolution maoïste dissimulait en réalité la volonté d'une génération de nationalistes fervents de rompre avec les pesanteurs et les injustices de l'ancien régime impérial, et d'adopter un certain nombre de principes et de techniques occidentales afin de redevenir une puissance mondiale, consciente de son histoire, consciente de ses principes transcendants, mais adaptée aux enjeux temporels de son époque. Je conseillerais par exemple à la jeune génération africaine de se défaire elle aussi des mauvais éléments qui se trouvent dans sa tradition et dans son anthropologie, si elle veut un jour atteindre le stade de la haute civilisation. Cela ne sera possible que si elle rompt totalement avec ces éléments, et surtout si elle s'inspire avec sérénité des meilleurs apports de la civilité romaine et se tourne avec confiance vers la tradition catholique. L'Afrique, plus que toutes les autres nations, a particulièrement besoin de faire ce travail sur elle-même, sans quoi je pense qu'elle ne parviendra pas à évoluer très au-delà de son état actuel. Il faut aussi souligner que ce saut qualitatif dans l'histoire aurait déjà pu se jouer au XVe siècle déjà, lorsque les rois du Congo, en particulier le roi Alphonse Ier, adoptèrent la religion catholique au contact des missionnaires capucins portugais. Malheureusement, mais c'est une autre histoire, la participation conjointe de certains Européens et de certains Africains à cette honte moderne que fut le trafic esclavagiste contribua à maintenir l'Afrique dans le sous-développement anthropologique, en même temps qu'il contribua d'ailleurs à faire évoluer l'Europe vers l'apostasie. Il n'en demeure pas moins que ce monde moderne, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, a été en grande partie le produit de cet élan occidental vers l'universel. Après tout, il suffit de faire preuve de bon sens et de réalisme. Qui peut nier, même encore en 2023, que la culture globale en matière de droit, d'éthique, de technologie, d'art, de musique et d'habillement n'ait pas été en grande partie informée par la civilisation européenne. Les tribunaux, les contre-pouvoirs, les ordinateurs, la musique classique, les moteurs, l'art graphique, les costumes-cravates, les baskets, les trains, etc. Tout ceci est le fruit de la pensée et de la technique occidentale. D'une manière générale, je dirais qu'à notre époque d'apostasie globalisée, les nations qui parviendront à s'élever dans les siècles futurs sont les nations qui seront capables de réconcilier l'universel et le particulier. Cet équilibre entre universel et particulier a là encore été brisé par cette rupture métaphysique qui s'est opérée entre l'Europe chrétienne et l'Occident post-chrétien. Le matérialisme qui a informé la gauche socialiste et progressiste a ruiné la véritable universalité en rejetant toute distinction entre l'égalité de l'homme dans l'espèce et son inégalité individuelle et sociale. En cherchant à uniformiser l'espèce humaine sur le plan de la nature particulière, ou en faisant la promotion d'une diversité anarchique et inorganique, la gauche a détruit la véritable universalité, en même temps qu'elle a détruit les qualités particulières de l'anthropologie européenne. À droite, la situation n'est pas franchement meilleure. Les réactions nationales ou libérales conservatrices qui ont émergé ces dernières décennies ont tendance à retourner à une vision païenne et tribale du fait religieux ou métaphysique, ce qui conduit beaucoup de gens à nier l'universel et à mépriser l'existence d'une morale objective. Ils pensent qu'une société qui serait un mélange de libéralisme socio-économique et de paganisme tribal fonctionnerait parfaitement dans une société ethniquement homogène.
Mais ces gens ne semblent pas réaliser que notre société actuelle est précisément le fruit ultime du libéralisme philosophique appliqué au sein d'une société européenne qui était encore ethniquement uniforme il y a quelques décennies. Là encore, ils ne parviennent pas à expliquer comment la brillante société européenne des 19e et 20e siècles a pu développer toutes ces maladies de l'esprit qui ont conduit à son suicide actuel. Il est donc beaucoup trop facile d'accuser la gauche ou les méchants immigrés, alors que la droite politique a eu une responsabilité instrumentale dans ce processus d'autodestruction. L'orgueil précède la ruine, nous enseigne la Sainte Bible. Beaucoup de réactions ethno-nationalistes qui émergent ces jours-ci chez les Blancs, les Noirs ou les Arabes sont marquées par une fierté frustrée qui tend à rejeter l'harmonie entre l'universel et le particulier. La solution à tous ces problèmes, en particulier en ce qui concerne l'Europe, se trouve donc bien dans l'harmonie de la pensée chrétienne. Seul système capable de concilier correctement l'universel et le particulier, seul système capable d'insuffler dans la société des garde-fous et des protections morales qui ont rendu possible justement l'existence de la haute civilisation que fut l'Europe chrétienne. Eh bien, chers amis, il est donc temps de reprendre le chemin de la civilisation, et ceci ne sera possible qu'en retournant sur les voies de la vérité et de la justice.